Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour. Vous êtes ministre délégué chargé des comptes publics, vous êtes en charge du budget qui est en cours de discussion, bientôt à l'Assemblée. Mais vous faites aussi de la politique, et on est à 7 mois de l'élection présidentielle. Le week-end qui vient de se passer a été très chargé sur le plan politique. Du côté des Républicains, évidemment, ils sont rentrés dans la mécanique d'un congrès. Dans la majorité, c'est la perspective de la construction de la maison commune entre la République En Marche et le MoDem. C'est une bonne idée de rapprocher ces deux formations politiques? C'est une bonne idée de rapprocher toutes les formations de la majorité. En Marche et le MoDem sont les deux formations initiales. Il y a d'autres formations, je pense à Agir, je pense évidemment à Territoire de Progrès. Territoire de Progrès, dont vous êtes membre, et on en parlera tout à l'heure. Et il est normal que la majorité soit unie. Oui. Dans cette période, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de prises de parole sur la manière dont cette union doit se faire. Stanislas Guerini disait qu'il fallait travailler sur les modalités et la forme. Le patron de Je la pense République En Marche. que l'essentiel, c'est l'unité. Il y a différentes formations politiques avec des sensibilités différentes. Et cette majorité, elle est forte parce qu'elle est à la fois riche et diverse. Et donc, il faut trouver son unité, sa diversité. Ça c'est la feuille de route d'un François Bayrou ou d'un Stanislas Guerini. Mais vous avez été pendant 10 ans élu sous l'étiquette socialiste. Aujourd'hui, être élu sous une étiquette maison commune, qui est en fait une étiquette centriste, ça vous va? C'est une étiquette majorité présidentielle. Et c'est ça c'est une étiquette majorité présidentielle. C'est ce qui compte. Je pense qu'il faut que le président de la République puisse être réélu. Je le souhaite ardemment. Et il faut ensuite qu'il y ait un seul candidat de la majorité par circonscription. Faire une grande famille comme ça, une maison commune, encore je reprends le thème de François Bayrou, c'est pas un peu du pudding où on trouve un peu tout? Je ne crois pas. Et qui efface les singularités, par exemple de Territoire de Progrès ou d'Agir ou d'autres. C'est la suite logique du dépassement. Le président de la République, en 2016, a initié ce dépassement des clivages. Il a initié un rassemblement. Les sociodémocrates avaient été les premiers à répondre présent. Et il faut aller au bout de ce dépassement-là. Mais ça pour ne signifie pas... Pour faire, Olivier Dussopt, pour faire ça un ne signifie parti pas et un seul l'identité. Je ne crois pas. Ou un machin, pardon, je confédération. Je crois à l'unité de la majorité. Ouais. Je ne crois pas au fait qu'une seule formation politique puisse rassembler l'intégralité de la majorité avec un seul cadre et un seul cadre statutaire. Donc ce qui compte, c'est l'unité. Vous êtes membre de Territoire de Progrès, qui est une formation, disons, plutôt située sur la gauche de la Macronie. Composée d'hommes et de femmes de gauche dans la majorité présidentielle. Et vous avez bien l'intention de rester singulier, si ce n'est indépendant, du reste de cette maison commune? Territoire de Progrès a deux identités. La gauche, la majorité présidentielle. Vous êtes membre de la République En Marche? Non, je ne suis pas membre de la République En Marche. Vous faites partie d'un gouvernement? Je fais partie d'un gouvernement, je fais partie d'une majorité, je m'y sens particulièrement bien, particulièrement à l'aise, et ça n'efface pas les histoires politiques qui sont les nôtres, avec Jean-Yves Le Drian, mais aussi avec Florence Parly, avec Emmanuel Wargon, avec Elisabeth Borne. Nous travaillons à cela pour faire en sorte que Territoire de Progrès, parti nouveau, puisse à la fois proposer aux hommes et aux femmes de gauche, membres de la majorité, un lieu de travail, puisse être surtout un outil d'élargissement de la majorité vers des sociodémocrates, vers des progressistes, vers des élus issus de la gauche aujourd'hui, élus locaux, qui veulent rejoindre la majorité. Et donc, quand vous serez, ce qui est vraisemblable, candidat pour un nouveau mandat de député, quitte à être ensuite ministre si Emmanuel Macron est reconduit, vous ferez campagne au nom de quoi? Pas de plan sur la comète, d'abord, pour commencer. Vous ferez campagne au nom de la quoi? majorité présidentielle, en n'oubliant pas ce que je suis, c'est-à-dire un homme de gauche, membre de Territoire de Progrès, et je l'espère bientôt beaucoup plus impliqué dans ce mouvement. Édouard Philippe va lancer son parti dans quelques jours, début octobre. Vous pensez qu'il va fondre son identité, sa singularité dans ce machin? Je ne suis pas le porte-parole d'Édouard Philippe, malgré l'immense amitié et la grande admiration que j'ai pour lui. Je pense que son initiative est heureuse. Je pense que le soutien qu'il a dit apporter au président de la République est un soutien essentiel et un soutien qui sera important dans la campagne qui s'ouvre. Jusqu'à fondre son nouveau parti dans ce machin? C'est à lui qu'il faut poser la question. Je le répète, je ne suis pas... Mais s'il reste en marge, est-ce que c'est pas au fond... Je vous ai dit... Pardon, mais tout ça, ça fait pas un peu cuisine politique? Pardon, mais c'est vous qui avez beaucoup d'intérêt sur la manière dont les choses vont s'organiser. Parce que on voit bien que vous êtes en train d'organiser l'après-présidentielle. Ce qui compte pour moi, je l'ai dit dès le début de notre entretien, c'est le fait que cette majorité soit unie, qu'elle soit rassemblée derrière le président de la République. Avec mes amis de Territoire de Progrès, nous y apporterons notre contribution par des propositions, par une mobilisation pour la campagne, par une valorisation du bilan. Et nous participerons, bien évidemment, nous participons déjà à cette maison commune et à cette majorité élargie. Quand Emmanuel Macron doit-il entrer en campagne? Il décidera le moment où il sera candidat. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir valoriser le bilan qui est le sien, c'est de pouvoir commencer à préparer ce second quinquennat. Je souhaite évidemment qu'il soit candidat et je ferai tout pour qu'il soit réélu. Vous êtes en charge du budget, des comptes publics, comme on dit. Vous avez annoncé hier qu'il y avait 170 à 200 milliards de factures
Sans compter les pertes de recettes liées à la crise, effectivement. Bien sûr, la facture, ce que ça a coûté au compte public, entre 170 et 200 milliards. Comment on fait pour revenir dans les clous? On le fait progressivement et on le fait en suscitant la croissance. Le budget a évidemment subi les conséquences des actions que nous avons mises en œuvre et qui sont des actions utiles. Lorsqu'en 2020, pour répondre à la crise, le président a dit que nous répondrions quoi qu'il en coûte, avec le fonds de solidarité, avec l'activité partielle, avec les prêts garantis par l'État, nous l'avons fait. C'était la bonne décision. Maintenant, comment est-ce qu'on en sort? C'était la bonne décision parce qu'aujourd'hui, nous avons une bonne croissance et que nous avons déjà retrouvé le niveau de chômage d'avant crise. Nous l'avons fait en 2020, nous l'avons fait en 2021, y compris sur un plan sanitaire. Et nous arrêtons les aides d'urgence désormais pour l'économie parce que la croissance est à un très bon niveau et que nous revenons à quelque chose de plus soutenable. Et comment est-ce qu'on en sort en 2022 et les années suivantes? Comment est-ce qu'on en sort? En retrouvant une trajectoire plus normale. Un chiffre pour illustrer. En 2020, le déficit public, c'est 9,1%. L'année prochaine, ce sera autour de 5%. Nous aurons fait la moitié du chemin en termes de redressement et c'est la bonne trajectoire en 2022, indépendamment des dépenses liées au plan de relance qui est nécessaire. Ouais. La croissance des dépenses de l'État ne sera que de 0,8% en volume. Mais donc on continue à avoir des dépenses qui sont en croissance. On a des dépenses de relance, on a des dépenses qui répondent à des engagements. Oui. Et tout ça pour soutenir la croissance. Le Premier ministre l'a dit encore ce matin. Le Premier ministre l'a dit, il serait une folie que de revenir à une politique d'austérité. En 2010, la volonté de rétablir les comptes trop rapidement a étouffé la croissance. Le pari que nous faisons, c'est de soutenir la croissance par l'investissement, par l'initiative, par la compétitivité, avec 6% et peut-être même un peu plus de croissance en 2021, 4% en 2022. Ça permet aussi de générer des recettes et de revenir à un équilibre progressivement. Est-ce que ça peut durer longtemps? Ça durera. Est-ce que on va dire les choses simplement. Est-ce que dans le prochain quinquennat, vous pensez qu'on pourra continuer à avoir tous les ans des dépenses en progression par rapport à l'année précédente? Je pense qu'il faudra que nous revenions à ce que nous avons connu de 2017 à 2020, c'est-à-dire une évolution des dépenses inférieure à l'inflation, parce que ça permet de diminuer le poids des dépenses publiques et d'atteindre nos objectifs. Mais ce que je dis aussi, et c'est ce que nous mettons en œuvre comme méthode, c'est qu'il ne faut pas revenir à une politique trop rigoureuse immédiatement, car nous avons la chance, mais ça n'est pas une chance, c'est le fruit d'un travail, c'est le fruit de l'investissement des entreprises et du plan de relance, la chance d'avoir une situation de croissance très forte. Il faut la pousser et il faut la soutenir. Je reprends votre terme, pas revenir à une politique trop rigoureuse pour l'instant, il faudra un jour revenir à la rigueur. Il faudra revenir à une situation plus soutenable. Vous savez, dans ce quinquennat, il n'y a jamais eu de rigueur. Par contre, il y a eu du sérieux budgétaire. Ouais. C'est sous ce gouvernement que de 2017 à 2020, nous avons réussi à atteindre l'objectif des 3%, à diminuer le poids de la dépense publique. Et à la fin du quinquennat, nous aurons baissé les prélèvements obligatoires par rapport au début du quinquennat. C'est aussi ça le bilan d'Emmanuel Macron. Vous voyez que j'insiste beaucoup sur la hausse des dépenses parce que c'est quelque chose qui a beaucoup marqué dans l'opinion publique, en tout cas de celles qui s'intéressent à ces questions budgétaires. Est-ce que globalement, le gouvernement, et Emmanuel Macron en particulier, n'ont pas raté la communication sur ce budget? Je ne crois pas. Je pense que ce qui compte, c'est les résultats. Et les résultats, c'est la croissance, c'est l'emploi. Ce qui compte, c'est aussi la vision politique qu'on a de l'action du gouvernement au travers du budget. Et ce qui compte, c'est que ce gouvernement répond présent. Il a répondu présent pendant la crise, il répond présent pour accompagner la relance, et il le fait avec du sérieux budgétaire. Le quoi qu'il en coûte, c'est pas de dépenser à tort et à travers, c'est faire en sorte de répondre à des engagements pluriannuels. Je pense aux armées, je pense à l'éducation, je pense à la justice. C'est aussi de répondre à des besoins. Et c'est de soutenir l'investissement pour que la croissance que nous connaissons aujourd'hui puisse nous donner un potentiel de croissance dans le futur beaucoup plus fort. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'on voit Emmanuel Macron quasiment tous les jours. Encore aujourd'hui, dans la région de Lyonnaise, il va annoncer la création d'un centre mondial pour la gastronomie et la restauration. On voit bien que, comme s'il était dans un hélicoptère en train de distribuer de la monnaie, il donne de l'argent, il promet de l'argent à chacun de ceux qu'il rencontre pendant cette pré-campagne. Est-ce que ça peut durer longtemps? Je ne crois pas que ce soit conforme à la réalité. Et nous avons un président de la République qui tient tous ses engagements. Vous évoquez le centre de la gastronomie, c'est un outil utile. Ouais. Et très franchement, ce n'est pas ce type de décision qui est de nature à gréver le budget de l'État. Parlons du plan formation qui a été annoncé ce matin par le Premier ministre. D'abord, c'est une très bonne chose, parce que partout où je me déplace, et j'ai fait 40 départements depuis le début de l'année, la difficulté économique, c'est le recrutement. Donc oui, formons, ramenons les gens à l'emploi, donnons une seconde chance. 1,4 milliard, comment est-ce que c'est financé ce 1,4 milliard? C'est financé parce que les aides d'urgence que nous avons prévues pour 2021 ne seront pas intégralement consommées, ce qui est une bonne nouvelle, parce que c'est... Et donc vous réaffectez une partie de l'enveloppe? C'est la bonne tenue de l'activité économique qui fait qu'on consomme moins d'urgence, et avec cet argent qui, du coup, est disponible d'une certaine manière, certes, nous pourrions dire on en fait une économie nette, sauf que nous le réaffectons sur des questions de formation, et je crois vraiment que la formation
les transitions professionnelles, la possibilité donnée à des hommes et des femmes éloignés de l'emploi de revenir dans l'emploi grâce à la formation, c'est le meilleur investissement qui soit dans la période. Je termine avec la politique. Ségolène Royal a été très sèchement battue hier dans des élections sénatoriales. Elle était candidate, elle n'était pas soutenue par le PS. Vous avez été, en tant que membre du PS, parmi ceux qui l'ont soutenue dans une partie de sa carrière politique. Oui, j'ai voté pour elle en 2007. Non, pas de nostalgie. C'est le verdict des urnes et les choses sont ainsi. Fini sa carrière? Je ne sais pas, c'est à elle de se prononcer. Les choses sont ainsi. Merci, Olivier. Merci à vous.